Bienvenue pour cette nouvelle série de réac que j'ai décidé de lancer en sachant pertinemment que ça n'attirera pas des masses de monde. Avant de commencer, donc vous me le voyez bien là, il n'y a pas de barbe pour un petit moment parce que j'avais envie de revenir un petit peu à ça. Ça va pas durer longtemps, je pense, 2-3 mois max, et puis on repartira sur le vieux look auquel je suis plus habitué, mais j'avais envie de faire ce petit changement, d'autant plus que ça sera un peu raccord avec le prochain Disneyfil qui tombera ce mois d'avril. Je pense franchement qu'avec la grosse vidéo Disneyfil sur laquelle je bosse, Kingdom Hearts, 358 jours, que je vais sortir, je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de choses, mais quand même, vous donner un petit aperçu des réacs qui, je pense, commenceront réellement d'ici 2 semaines. Vraiment un peu plus fréquemment, mais au moins commencer un tout petit peu avec cette série-là qui concerne évidemment Psychose, un film que j'ai traité en Disney VHS il y a pas mal de temps de ça maintenant, et sur lequel j'avais un petit peu envie de revenir parce qu'il y a eu 3 suites qui sont sorties et une série dérivée très récente, et aussi un remake sans intérêt sur lequel je ne me pencherai pas, mais oui, il y a eu 3 suites, une série, et je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de relier un petit peu tout ça. Parce que je ne connais pas du tout. Je connaissais bien Psychose depuis pas mal de temps, bien avant ma critique, mais pas les suites. Je ne savais même pas qu'elles existaient avant, peu de temps avant ma critique, donc c'est vous dire. De fait, ouais, ça me paraissait pas bête de voir plus en détail cette franchise-là, même si je sais personnellement que ça n'a pas atterré des masses de monde. Je sais que ma critique sur Psychose n'a pas été l'une des plus vues de ma chaîne, parce que c'était pas le plus drôle qui soit, mais j'ai envie de découvrir ça. Je me dis que c'est pas plus bête de le faire avec tout le monde, parce que c'est particulier, et ça change d'habitude surtout, ça va pas être les mêmes plaintes habituelles, ce qui est plutôt cool, ce qui fait aussi que je vais pas avoir le même public qui sera intéressé par ça, et donc ça attirera sans doute moins de monde, ça je le sais aussi, ce sera moins cool. Mais on va pas non plus passer des plombes là-dessus. Donc 23 ans après Psychose premier du nom, nous avons le film Psychose 2 qui est sorti. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti au cinéma celui-là, mais il est sorti avec l'acteur principal Norman Bates. J'ai plus le nom de l'acteur sur le coup, qui, d'après ce que j'ai compris, n'a pas fait grand-chose en dehors de ce rôle-là. Il a été surtout connu pour ce rôle-là, et on sent qu'il a un peu voulu tabler là-dessus pour pouvoir profiter de la chose. Et c'est vraiment pas pour le critiquer. Dans un sens, lorsqu'on peut percer un tout petit peu avec un truc iconique et qu'on n'a pas d'autres opportunités, si on peut en profiter, on en profite, et je peux le comprendre. Mais ouais, l'acteur va continuer un petit peu sur 3 films après ça, et c'est un peu bizarre parce que ça sent presque ce film comme étant une extension qui se finit elle-même. Je vois pas exactement comment on va poursuivre avec les films 3 et 4, mais on aura l'occasion d'en parler ça. Mais ouais, ce film se passe 23 ans après. Il joue sur le fait que l'acteur vieillit, de ça. D'ailleurs, un truc assez drôle, parce qu'on est vraiment en 83 dans ce film-là, il y a un moment donné des bornes d'arcade Pac-Man. Cool. J'aime bien la petite référence. On voit que les mœurs sont évoluées. C'est assez cool d'appuyer ça. Mais ouais, le film commence sur un gros rappel de la scène iconique du premier film, en noir et blanc, comme dans le premier film, alors que le film est en couleur. Très bizarre. Mais ouais, c'est la mort de Marion, qui se fait tuer sous la douche, et j'ai le sentiment que c'était juste pour agripper la nostalgie. Vous vous souvenez de ça? C'est une grande scène, Ben, c'est la suite de ça. Même si techniquement, on va pas du tout, enfin très peu jouer là-dessus. On joue sur le fait évidemment que Marion est morte et que sa sœur va un petit peu être pris là-dedans, Lila qui jouait dans le premier film et qui revient dans ce film-là aussi. Bref, ça commence donc 23 ans après ça, avec la décision du juge de relâcher Norman Bates, parce qu'il a été suivi pendant toute cette période par un docteur en particulier qui a un peu statué qu'il avait des problèmes psychologiques et qu'ils ont été plus ou moins réglés. Et le plus ou moins est un petit peu important à appuyer parce que cette partie-là est un petit peu gênante pour moi.
Mais ouais, cette décision de justice, elle fait pas trop plaisir à certaines personnes, notamment Lila. Lila qui a changé de nom, qui s'est remariée. Apparemment, elle a perdu son mari. J'imagine que l'acteur, j'ai pas fait gaffe aux différentes personnes. Elle est pas trop contente, mais en dépit de ce qu'elle dit, bah, c'est quand même à la loi de décider ça. Et on relâche ce mec pour le remettre dans son motel en n'étant pas surveillé. Un mec qui a prouvé qu'il était psychopathe en tuant plein de gens, qui est relâché comme ça en n'étant pas surveillé. C'est fantaisiste. Ah, on sent qu'on est dans de la fiction, hein. Bref, ouais, il est ramené à son motel par son docteur attitré, hein, j'ai plus son nom, un petit peu important, il va jouer un rôle, même si j'estime qu'il devrait le suivre de façon beaucoup plus poussée que ça, il essaye quand même de s'impliquer, de faire gaffe, tout de même, et dès le départ, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Dès le départ, il y a ces espèces de réminiscences. Il croit voir rapidement sa mère à la fenêtre. Il croit voir une note de sa mère quelque part. Et il se fait même un petit flashback de la porte de sa chambre du moment où il l'a tué en lui donnant un thé empoisonné. Je me souviens plus si ça avait été indiqué dans le film, ça, de départ. Sans doute. Mais ouais, c'est un petit peu un traumatisme qui revient, sur lequel il essaie un petit peu de se restreindre, hein, de bloquer. Il essaye vraiment de faire de son mieux et on sent le côté un petit peu intéressant, psychologique que veut faire cette suite, c'est-à-dire est-ce que la réhabilitation est possible pour quelqu'un qui est passé par quelque chose d'aussi grave que ça? Parce que il n'avait pas toute sa tête quand il a fait ça. C'est pas un, un sociopathe en fait. C'est pas un sociopathe qui veut tuer des gens pour le plaisir parce qu'il ressent ce besoin-là. C'est juste que il y a cette espèce de présence dans sa tête qui lui fait avoir ces sautes de personnalité et qui l'amènent à ce genre de choses. Et c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut guérir de ça? Est-ce que la rechute est facilement envisageable ou pas? C'est quelque chose d'intéressant et on essaye de jouer sur cette notion-là, ce qui fait que cette suite n'est pas dégueulasse dans sa thématique en soi. Parce que oui, quelqu'un qui est reconnu comme fou, au bout d'un moment, après pas mal d'années de traitement, on peut se dire que peut-être il peut arriver à mieux s'en sortir. Et c'est ça le problème que je vais avoir, c'est que les années de traitement, on ne les ressent pas des masses. En tout cas, pas 23 ans, peut-être un an ou deux, mais pas 23 ans. On ne sent pas le côté « Ah, j'ai tellement bataillé pour sortir de ça ». On sent le mec qui est un petit peu calme et qui n'est pas tellement dans le travail qui a été fourni pour sortir de ça. Il est peut-être un petit peu trop calme à cet égard-là, hein. Il essaye de jouer son rôle de la même façon que dans le film de départ, hein, donc en plus âgé, hein, 23 ans de plus quand même. Mais ouais, cette espèce de bouteille qu'il a prise, et ben, elle se ressent pas des masses pour moi. Et c'est ça le petit problème. Le docteur donne pas l'impression qu'ils ont bossé sur ce cas pendant autant de temps pour pouvoir s'en sortir tout seul comme ça, sans suivi précis, filé, sans que ça ait besoin d'être suivi médicalement rigoureusement, vous voyez. En fait, je comprends même pas le principe d'accepter qu'il revienne dans son motel. J'imagine que ça doit être plus simple dans un sens, parce qu'il le possède techniquement, légalement, donc ça passe un petit peu, mais dans ce genre de cas, est-ce que ce serait pas plus mal de faire l'avocat pour qu'il soit ailleurs, pour qu'il sorte un petit peu de cette boucle qu'il a enfermé là-dedans, le fait de le remettre dans cet endroit-là, est-ce que c'est pas un petit peu con en fait? C'est la question qui se pose. Et ouais, c'est un peu cette amorce-là qui est un petit peu beaucoup gênante pour rentrer dans ce que le film proposait. Il faut qu'on accepte le fait que les autorités acceptent de le libérer sous caution, etc., etc., après tout ce qu'il a fait, j'ai envie de dire. On a vu largement pire en vrai, mais je comprends pas pourquoi on n'essaierait pas de mettre en place un autre endroit où vivre pour lui, parce que là, c'est vraiment le terreau à rechute parfait. Et le reste va pas l'aider en plus, donc un petit peu le truc. Bref, tout ça pour dire, il est de nouveau chez lui, et il y a toujours ces restes de trauma d'enfance qui lui reviennent.
et cette possibilité de rechute. Néanmoins, et pour l'instant, il essaie un petit peu de faire bonne figure, de ne pas faire grand-chose, tandis que il va faire son petit job un petit peu donné par la dirigeante du diner du coin qui s'appelle Madame Spool. Un petit peu important, enfin on verra plus tard que c'est Mademoiselle Spool techniquement, mais ouais, une vieille dame qui a l'air un petit peu charmante et sympathique dans le fait qu'il faut savoir pardonner, hein, le temps passe, et c'est ce que le bon Dieu nous enseigne en fait. Et oui, il fait alors, la connaissance rapide des gens, mais on s'en fout un petit peu, on va pas passer des masses de temps là-dessus, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Parce que vraiment, c'est un travail de caution qu'il fait, quoi. Il est obligé de faire ça. Et malgré tout, on va passer que quelques jours dessus. Ça va juste servir à amorcer sa rencontre avec le deuxième personnage le plus important de ce film, Marie. Marie, qui travaille comme serveuse depuis seulement quelques jours là-dedans, et qui est un peu empotée, qui se fait voir. Et très vite, ça réveille des instincts de père protecteur, enfin, de protecteur tout court, on va dire, de la part de Norman, qui va un petit peu l'aider. Lorsqu'il entend de façon fortuite, qu'elle a des petits problèmes avec son mec, semble-t-il, et qu'elle n'a aucun endroit où crècher, il lui propose, assez sympathiquement, de crècher chez lui. AFM, bien entendu. Quoi? Aux frais de la maison. Ah. Ok, je comprends pourquoi ce sigle est plus trop utilisé maintenant. Enfin bref, ouais, au début elle est un petit peu réticente, mais elle accepte de façon. Ça vient relativement naturellement dans un sens, mais en revenant, il fait la connaissance de celui qui dirige un petit peu son motel dernièrement, pendant qu'il était plus là. Un mec qui s'appelle Toumi, c'est ça, Toumi, qui est du genre très direct, très gras comme gars. Et il a un petit peu réarrangé le tout pour en faire une sorte d'hôtel de passe. Alors, on vient pour se droguer, baiser un petit coup, et puis voilà. Il le présente comme ça, hein, vraiment très, très grossier, le gars, très direct. Ça lui plaît pas trop, hein. Donc il s'engueule un petit peu avec lui, il le vire, il dit c'est moi qui ai la propriété, hein, légalement. Donc allez vous faire foutre, allez voir ailleurs. Bon, il le prend pas bien le gars, hein, et dans un sens, c'est très compréhensible de sa part, même si c'est clair et net que le mec a absolument aucune subtilité et ça n'a pas l'air d'être un mec super bien. Au moins, on comprend un petit peu d'où il vient en disant que, ouais, peut-être que je fais des hôtels de passe, moi, mais moi, je tue pas mes clients. C'est vrai que on peut difficilement lui donner tort comme ça, mais ouais, ça essaye d'appuyer le début que je trouve intéressant, c'est-à-dire la réhabilitation est difficile d'un cas comme ça. Est-ce que c'est possible et comment il va être perçu par les gens? Et le fait aussi que et que ça se passe aussi calmement auprès de d'autant de personnes que ça au passage, hein. Vraiment. On justifiera pour une partie d'entre elles, ce qui est assez cool, mais le fait que ce soit vraiment la seule personne, lui, ce mec dans le coin, en dehors de Lila, qui reviendra, on le verra plus tard, à vraiment avoir une dent contre lui, à lui en vouloir, je trouve que c'est un petit peu, si c'était un petit peu en fait. C'est pas... Je m'attendais à plus de réactions de dédain et de mépris de la part de plus de gens connaissant son histoire. Mais c'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde déjà, ce qui est un peu logique dans un sens parce que on fait pas gaffe aux actualités quand on vit dans un coin après autant de temps. Mais malgré tout, j'estime que ça aurait pu être un tout petit peu plus appuyé. Peut-être que les films suivants le feront. Bref, il le vire, il parle avec Marie, il lui dit qu'elle peut rester dormir ici si elle le souhaite. Elle a un petit peu de mal parce qu'on sent quand même que dans sa manière de se présenter, sa façon un petit peu hésitante d'utiliser un couteau à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas très très bien chez lui, quoi. Il est un petit peu instable. Mais après avoir un tout petit peu insisté en disant qu'il avait un peu besoin que quelqu'un dorme ici, hein, pas avec lui, hein, dans une autre chambre évidemment, elle accepte. Même si on sent qu'elle est pas du tout au stade je lui fais trop confiance, il n'y a pas de problème, hein. Elle a un peu barricadé sa chambre pour être sûr qu'il lui arrive rien. Et puis on appuie aussi le fait qu'il a ce trauma par rapport à la chambre de sa mère, et aussi le fait qu'il explique un petit peu
de façon partielle ce qu'il a fait. Parce qu'elle lui dit qu'elle a entendu certaines des femmes au boulot dire que bah, c'était un psychopathe qui a été enfermé, quoi. Au moins ça, pas dans le détail. Et il dit juste, ouais, j'ai tué ma mère, je l'ai empoisonnée. Ce qui n'est pas faux. En disant bien sûr qu'elle était folle et qu'elle faisait de sa vie à l'enfer, ce qui n'est pas faux là aussi, mais il occulte un petit peu ce qui se passe après. Hein, il en parle pas en détail de ça. Malgré tout, oui, il se dit que c'est pas non plus très très sûr, donc je vais faire un petit peu gaffe restant ici. Et le lendemain, alors que tout commence à se mettre un petit peu en place lorsqu'il va au boulot, et elle finit par dire ok, j'ai fini par trouver une amie pour m'héberger. C'est plus la peine. Mais il va se passer un truc, et c'est là que va y avoir des petits problèmes de cohérence dans ce que ça veut raconter pour moi. Et pas grand chose, mais vraiment des trucs un peu faciles. C'est là qu'il y a Toumi qui arrive donc au diner pour faire une petite esclandre. Bon, au début, en traitant Marie un peu comme de la merde, mais surtout en se plaignant un petit peu auprès du gars, surtout qu'en plus il voit une note sur le petit tourniquet, parce que je sais pas dit à quoi il travaille, il travaille comme garçon de cuisine, donc il aide le cuisinier principal en préparant les ingrédients, en lisant les commandes, etc., etc. Et il y a une note de commande qui indique un mot de sa mère. Un mot de sa mère qu'il avait déjà lu avant, quoi. Il voit des notes de sa mère qui apparaissent. Et c'est un petit peu le jeu qu'on va jouer. Est-ce que c'est pour de vrai ou est-ce que c'est lui qui se fait ça dans sa tête? C'est un petit peu le suspense qu'on crée dans ce film. Et je trouve qu'il est plutôt bien rendu. Hein. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Et bah, ce mot en question, bah, c'est un mot de sa mère en disant hey, je veux plus que tu sois avec cette traînée une fois de plus. Sinon, je te déshériterai une connerie comme ça. Bisous maman. Et donc oui, ça finit de l'énerver lorsqu'il voit Marie se faire un petit peu emmerder par le gars. Il vient le confronter rapidement. Le mec le défie d'utiliser un couteau. Il ne le fait pas évidemment, sinon ça aurait été très rapide comme film. Et j'aurais du mal à voir le 3 ou le 4 se faire. Et malgré tout... ça se passe pas super bien, étant donné qu'il a fait une petite esclandre de lui-même, et qui dit en plus qu'il a vu une note de sa mère morte que personne d'autre ne voit. Donc il y a le chef du resto qui dit ok, va te reposer un peu chez toi, on verra plus tard, et après le diner on s'en fout. Plus là. Je veux dire, Marie, on dira qu'elle y travaille de temps en temps, histoire d'eux, et encore pas vraiment, on verra que non, mais oui, on s'en fout un peu, je trouve ça un peu dommage dans un sens. Ça met un tout petit peu en avant un personnage qui sera un peu important plus tard, et Marie évidemment, mais au-delà de ça, je trouve ça un peu dommage de ne pas jouer davantage là-dessus, ça aurait pu donner plus de poids à ce qui se passera plus tard, je trouve. En tous les cas, maintenant qu'il sera bloqué chez lui, eh ben, il y a Marie qui viendra en disant oh, vous avez été très courageux. En fin de compte, oui, ma copine, ouais, c'est pas génial chez elle. Elle est toujours en train de baiser avec son mec. C'est pas très agréable. Ouais, ils ont une petite fixette sur le cul hein, dans ce film. Hein. Pas aussi énorme que d'autres, mais on sent quelques ficelles de films d'horreur un peu typiques qu'on a voulu caser de temps en temps. Hein. Un peu plus tard, j'en parlerai dans pas longtemps. En tous les cas, ouais, elle dit ouais, c'est pas génial, donc c'est peut-être pas plus mal que je crache ici. Waouh! Elle a pas peur, la fille, hein, après ce qui s'est passé en sachant ce qu'elle sait. Mais ouais, c'est un petit peu voulu. Et donc, il a l'air content, il a une certaine présence pour le calmer un petit peu. Pour l'instant, Norman, c'est une fois de plus dans sa tête, pour l'instant, pas méchant. Mais on verra plus tard que ça va pas évoluer en bien, parce que d'une part, on va avoir une sorte de rappel. C'est peut-être pour ça qu'on a fait la petite scène d'intro de 2 minutes 30 en mettant la mort de Marion, c'est-à-dire où Marie va prendre une douche et il y aura quelqu'un qui la zioutera à travers un trou dans le mur. Mais ce coup-ci, on va pas l'attaquer. Non, alors ça serait un petit peu trop redondant, faut pas exagérer non plus. Mais ouais, on essaye d'appuyer le fait qu'il y a une présence et ce serait possiblement lui qui serait redevenu fou. Mais peut-être que c'est autre chose. Et moi, pour l'instant, c'est une petite routine qui se crée entre ces deux-là. Vous avez gardé votre sang-froid. Mais c'est parce que je ne tue plus personne, vous le savez bien. Je suis presque certain que vous l'avez casé dans votre bonne annonce, celle-là. Ça me surprendrait pas une seconde. Donc,
Cette routine étant installée, va y avoir quand même quelques éléments enclencheurs comme des coups de fil qui surviendront avec la voix de sa mère désincarnée qui semble une fois de plus lui rappeler à ce qu'il devrait faire. Et à un moment donné, il y a Toumi même qui va faire son dernier truc pour l'emmerder en disant Hey, je suis là, je t'emmerde, je me casse. Et alors, juste après, j'avoue qu'en termes de timing, c'est pas mal. Il sort un petit peu du cadre, il rentre un petit peu dans son local pour prendre ses affaires, et c'est à ce moment-là qu'il y a ce coup de téléphone de sa mère, semble-t-il. Et donc, il se dit que c'est Toumi qui l'emmerde. Et après, on fait une espèce de petite coupe où on voit Toumi être le premier à crever, hein, ce qui n'est pas une grande surprise, hein. Ça se sentait clairement que c'est être le premier celui-là, par quelqu'un habillé comme la mère de Norman. C'est vrai, c'est Norman, ou une sorte de copieuse. Ah, le mystère est là. Il y a pas mal de rebondissements qui vont se faire, notamment donc durant cette partie-là où on va pas faire plus de détails parce que le cadavre évidemment va être caché. Norman commencera à voir de plus en plus la silhouette de sa mère à la même fenêtre que d'habitude. Un mot sur sa chambre qui a été refaite alors que bon, elle était complètement pliée sa chambre. C'était vraiment, il y avait rien qui était fait. Et il commence un tout petit peu à douter, est-ce que ma mère serait encore en vie au bout du compte? Est-ce qu'il ne serait pas en train de rechuter? Tandis qu'il en discute un petit peu avec le docteur de ce qu'il a eu. Il a été appelé par quelqu'un qui a pris la voix de sa mère. Au début, il pense qu'on lui joue un prank, mais plus ça avance, plus il se dit qu'au bout du compte, ce serait peut-être elle. Il rechute de plus en plus. Et c'est l'aspect psychologique voulu qui marche très bien dans ce film, quoi. Cette espèce de chute psychologique du gars qui au départ essaye juste d'être calme, d'avoir cette espèce d'ancrage serein, mais qui va pas être aidé par son entourage, on va dire, hein. C'est un petit peu ça le truc. Et ouais, alors qu'il voit un petit peu tout ça, à un moment donné, il finit par se faire enfermer dans son grenier. Et durant cette même période, enfin, il croit qu'il se fait enfermer dans son grenier. Est-ce que c'est son esprit qui lui joue le tour, hein? C'est une fois de plus l'aspect mystérieux voulu par cette suite. Il y a deux jeunes qui décident comme ça de se faufiler dans la cave du motel pour s'envoyer en l'air. Parce que pourquoi pas? Là, vraiment, c'est la grosse ficelle. Il y a un petit couple de jeunes comme ça. Et il y a, comme par hasard, une femme, donc Maman Bates qui arrive, semble-t-il, et qui leur fait peur. Il essaye de se barrer, mais le petit copain se fait poignarder. C'était un peu grosse comme par hasard, mais ça va aider à mettre en place une sorte d'évolution de Marie. Parce que, voilà, après ça, elle rentrera, elle ouvrira le grenier où il se trouve en disant « Cette porte a toujours été ouverte, qu'est-ce que vous racontez? Elle n'a jamais été verrouillée. Alors, on a dû la déverrouiller comme pendant que je dormais, alors je pense que c'est ça. » Pour l'instant, il rationalise plutôt bien, pour l'instant. Mais les choses vont pas bien se passer, parce que la jeune, elle s'est barrée en ayant vu son mec crever. Hein, elle n'a pas été tuée, elle aussi. Hein. Et quand on voit qui a fait ça, au bout du compte, c'est un peu normal, quoi. C'est pas un surhomme. C'est pas un mec à la Jason de Vendredi 13, hein, clairement pas. Donc elle a pu se barrer, elle a prévenu les flics et ils arrivent en disant il faut qu'on inspecte un petit peu parce qu'il y a une fille quand même qui nous dit qu'elle a vu quelqu'un se faire poignarder dans votre cave, là où il y avait le cadavre de votre mère quand même. Il y a un truc, et ils inspectent un petit peu très vite, mais vraiment très vite. Voilà, il se dit c'est quand même bizarre que cette cave soit très propre, très lavée, etc. Et il y a Marie qui ment en disant c'était propre, c'est moi qui l'avais. Et au plus, de toute façon, il y a peu de chances qu'il ait pu faire grand chose parce que durant la période où ça s'est passé, il était en train de se promener avec moi. Donc ça va, tout est cool. Et donc le shérif du coin va dire ok, on va attendre 24 heures, on sait jamais. Si ça se trouve, elle nous a raconté des cracks, cette fille, et elle s'est foutue de notre gueule. Je veux dire, vous savez de qui vous parlez quand même. Et c'est ça qui est un petit peu naze. C'est que le shérif, au début, il est du genre, rien à battre. Genre, il est là, Norman Bates,
voilà, il va y avoir une petite rencontre avec le docteur qui aura vu Norman entre-temps en disant faites un petit peu gaffe, gardez-le à l'œil, il était en mode ah ok, fait chier, très bien si vous voulez. Et après avoir fait ça, il se dit ok, j'attends 24 heures. Mais pour l'instant, je fais rien, hein. Tranquille, chill. Et il y a Lila qui vient le voir en disant quand même, faites quelque chose, vous pourriez peut-être draguer les temps. Vous savez, là où il a caché ses cadavres la première fois, peut-être que c'était la même chose. On sait jamais, je sais pas. Je dis, ouais, 24 heures, madame. Laissez la police faire son travail à son rythme. Et après, ce connard a l'audace de dire, ouais, elle est folle celle-là. Elle sera folle pour d'autres d'autres circonstances, mais là, c'est quand même un petit peu fort de café, mec. Hein. J'estime quand même que t'exagères le trait, mais bon, quoi, ça lui permet d'avoir un petit peu ce moment de calme. Et on finit par découvrir un petit peu tout le délire avec Marie, parce que Marie, elle a menti pour Norman, et il comprend pas pourquoi. Alors que dans sa tête, il finit par se dire, peut-être qu'au bout du compte, je suis en train de rechuter, je suis en train de redevenir taré. Et il dit non, 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 c'est quelqu'un qui veut vous faire porter le chapeau, ce n'est pas vous. Et comment le sait-elle de source sûre? Eh ben, parce que elle et sa mère ont mis en place un petit stratagème, une partie des manipulations qui l'ont touché, c'est-à-dire certains appels avec la voix de sa mère, cette espèce de mise en scène dans la chambre de sa mère où il y avait cette silhouette et les lits qui étaient refaits et puis défaits juste après hein, pour lui chambouler l'esprit, etc. Elle sait qu'ils ont fait ça pour le faire virer zinzin et le faire interner après. Ce qui est pas très responsable de ta part, Lila. Et c'est un peu le problème que j'ai peut-être avec la reprise du personnage. Après, je vous cache pas que Lila, j'ai clairement pas un perso sensationnel de psychose premier du nom pour moi. Hein. Mais dans un sens, si vous avez un peu d'intérêt vers le personnage, si vous trouvez qu'il est très intéressant, là on le fait chuter de façon assez c'est insultante hein, si on est fan du perso, parce que là il est en mode un peu psychopathe, il faut absolument tout faire pour le faire redevenir taré, quitte à risquer qu'il tue quelqu'un, hein, parce que c'est ce qu'il a fait, enfin c'est, dans ta tête, c'est ce qu'il a fait Lila, dans la tête de Lila, il vient de tuer un autre jeune, parce que elle l'a poussé à bout. Et elle ressent absolument aucune culpabilité pour ça. Et c'est la grande différence avec Marie en fait. Elle se sent coupable du fait qu'il l'ait poussé à bout et qu'il y ait possibilité qu'il devienne fou, mais qu'en plus de ça, c'est même pas lui le coupable parce qu'elle sait que c'est elle qui l'a enfermé dans le grenier en fait. Et elle l'a bien enfermé, elle a bien verrouillé la porte. Donc elle sait qu'il ne pouvait pas être là lors des faits où le mec s'est fait tuer. Donc elle a vraiment ses remords et elle essaie un petit peu d'arranger les choses en disant non, vous n'êtes pas fou, ce n'est pas vous, on va essayer de s'arranger et malheureusement avec tout ce qui se passe, les choses qui vont un petit peu se cumuler, eh ben ça va malheureusement pas partir sur la bonne voie, vraiment pas. Mais à partir de là, c'est vraiment là que ça devient intéressant parce que on commence à expliquer certaines parties du mystère, pas tous, certaines parties du mystère qui commencent un tout petit peu à s'éclaircir en ajoutant d'autres. Il y a quand même des meurtres qui ont lieu et c'est sans doute pas Lila et Marie qui font ça. Même si le docteur pense que oui. Et on va avoir cette espèce de jeu à plusieurs, Lila, le docteur et Marie et Norman, entre ces trois-là, sur qui essaye d'avoir l'autre et qu'est-ce qui influence beaucoup. Et un truc assez fort là-dedans, je trouve malheureusement pas suffisamment bien développé, pas mis en scène de façon ultra puissante pour que ce soit le plus marquant possible, mais tout de même suffisamment intéressant, c'est le fait que en ayant cette culpabilité, Marie essaye vraiment de faire de son mieux pour calmer Norman, même si elle sent bien qu'il commence clairement à chuter. Et plus ça va, plus il croit voir sa mère et il pensait qu'elle est en vie. Et même lorsque le docteur qui est intervenu parce qu'il essaye vraiment de faire en sorte de l'aider un petit peu, même si j'estime que avec ce qui se passe, il pourrait se dire ok, on va peut-être vous sortir de là. Une fois de plus, le fait de l'obliger à rester ici, il faudrait l'obliger à ne plus être là en fait. Cet endroit en partie est important, c'est le truc grossier vraiment de votre prémisse, je le pense sincèrement. Alors, en dépit de ça, essaye quand même de l'avertir qu'il a fait un petit peu de recherche et il a compris que c'était
Lila et sa fille, donc il sait que Marie et sa fille, qui ont fait le coup. Et donc, il faut faire un petit peu gaffe à elle, etc. Quoi. Et en plus de ça, sa mère est bien morte. Il a même fait en sorte d'exhumer son cadavre pas loin d'ici, apparemment, pour bien lui faire comprendre. C'est votre mère, elle est morte. Acceptez-le, monsieur. Traitement choc. Et ce genre de choses, franchement, ça se ressent pas suffisamment, je le redis, ce côté, j'ai tellement travaillé sur moi et ça commence à partir en fumée. Après 23 ans, je pense que si ça avait été vraiment mis en scène de façon à nous donner cet impact-là, ça aurait pu être un film superbe. Mais tel quel, c'est pas aussi fort psychologiquement parlant à cause du fait que c'est le concept qui est prenant et l'exécution, elle passe sans plus. Et en dépit de ça, il commence à avoir une autre illusion en fait, à s'imaginer que sa mère lui donne des coups de fil, même quand il n'y a personne au bout du film. Et ce coup-ci, c'est pas sa mère, il finit par s'inventer autre chose, le fait que ce soit sa mère biologique, que la femme qu'il a tuée, Madame Bates, n'était pas sa vraie mère, et qu'il a une mère biologique à côté de ça. Quand ça lui vient comme ça, et tu te dis, ouhou, il commence vraiment à perdre la tête. Mais Marie essaye de faire de son mieux pour le calmer, en essayant même un petit peu de jouer sur sa psycho, en disant, oui, écoute-moi, je suis ta mère. Et il essaye de sortir un petit peu de ça. Malheureusement, elle n'y arrive pas, mais elle se rend compte qu'il y a peut-être un peu d'espoir, même s'il commence à sombrer petit à petit. Peut-être qu'elle a une chance de faire quelque chose pour stopper ça. En restant avec lui, en essayant de le calmer, en étant un peu sur ses gardes quand même, faut arrêter les conneries. Faut pas non plus exagérer, mais voilà. Elle essaye d'en faire une espèce de cas à sauver. Et c'est peut-être parce que c'est une... elle a appuyé ça à un moment donné. Elle fait des études de psychanalyse ou de psychologie, pardon. Je pense que c'est pas bête comme idée à appuyer pour caler ce genre de motivation-là. Donc, la relation entre ceux-là est très intéressante dans le fait que l'un essaye de voir en l'autre une sorte de bouée de sauvetage et l'autre essaye de le sauver en dépit du fait qu'elle sent qu'il part petit à petit. Mais elle sent aussi que même s'il part petit à petit, il n'a pas commis quelque chose de grave pour l'instant. Et que peut-être elle peut l'empêcher, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant et bien entendu ça se terminera pas superbement, hein, ça va être assez tragique hein, la fin de ce film-là. Enfin bref, suite à toutes ces scènes entre eux, on passera un petit moment sur Lila et qui viendra chercher un petit peu le costume qu'elle a caché sous une dalle pas loin de la cave. Si les flics avaient été un tant soit peu compétents, ils auraient remarqué un petit peu cette dalle parce qu'elle est loin d'être si pas visible que ça, mais bon, hein, la première fouille c'était c'était la formalité rapide, on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. Mais c'est à ce moment-là qu'elle se fait attaquer par la tueuse, ouais, je veux dire la tueuse, qui lui enfonce le couteau dans la gorge, mais directement. Hein. Alors, les effets spéciaux sont ce que c'est le même principe que dans le film de départ, c'est-à-dire qu'il y a des trucs un peu cheap pour justifier la violence des coups et le fait qu'ils prennent, etc. C'est pas sensationnel, c'est clair et net que avec un meilleur budget, une technique un petit peu plus récente, ça aurait donné quelque chose de plus fluide, mais bon, c'est pas non plus affreux, et vous faites quelque chose de tout à fait acceptable, je trouve, dans l'absolu. Donc elle finit par crever, elle aussi. Et en l'espace de 2-3 minutes, la personne a le temps de la cacher derrière tout un tas de charbon, alors que le docteur suivait Lila. Même genre, quelques minutes après, quoi. Putain, elle est rapide, cette personne, hein, vraiment rapide. Et ouais, on finit par se demander, une fois, est-ce que c'est Norman qui se prend pour sa mère encore? Est-ce que c'est un tiers autre? On ne sait pas, on ne sait pas. Tandis que la police fait des recherches dans les temps, enfin, hein, elle le fait quand même, hein, après les conseils de Lila au bout de 24 heures, et finit par trouver quelques petites preuves. Notamment donc la valise de Toomey et sa voiture et son cadavre dans le coffre. Donc en ayant eu vent de ça, il y a Marie, oui parce qu'ils passaient par là, ils ont été un peu convoqués, etc., qui vient en parler à Norman. Elle est tellement décontenancée qu'elle en perd son accent français.
Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé une voiture dans les temps. J'adore quand un doublage fait ça. Je veux dire, c'est si compliqué que ça de doubler 2 mots. Ah non, 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 hein, je bosse suffisamment. Hein, ils disent exactement la même chose avec un accent un peu différent dans la VO, ça passera très bien. Si tu veux, hein, comme tu veux. Hein. Désolé, c'est très drôle pour moi ça. Enfin, bref, il le prévient et elle se dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Limite, elle est en mode il faudrait peut-être qu'on fuit. Mais allez où? Qu'est-ce que t'as en tête, ma grande? Mais très vite, il dit oui, c'est complètement con, on peut pas fuir, hein, c'est ridicule. Et c'est là que, une fois de plus, sa psychose revient de plus en plus, en étant vraiment persuadé qu'il a une mère biologique en plus de celle qui l'a élevée. Et il s'imagine, une fois de plus, et qu'elle l'appelle. Dans un effort désespéré, Marie utilise le déguisement qu'elle s'est caché de sa mère avec un couteau pour essayer de le convaincre d'arrêter de suivre la voix qu'il entend pour suivre au moins la sienne. Quitte à être prise dans sa psychose, écouter une voix qui lui dira pas des trucs trop dingues, vous voyez. Mais malgré tout, ça ne marche pas, malgré ses efforts, malgré le fait qu'on ressent qu'il perd pied et qu'elle est de plus en plus désespérée, en ayant de plus en plus peur de lui lorsqu'il s'échappe. Parce que, vous voyez, il a ce côté quoi, vous voulez que je tue Marie, mais non, je ne peux pas faire ça. Ma mère, oh là là. Et oui, elle a de plus en plus peur. Et il y a le docteur qui arrive derrière elle, et de panique, elle le poignarde et le tue. Je dois avouer, ça c'est un truc un petit peu gros aussi. Qui, comme par hasard, c'est vraiment pas le docteur qui voulait l'attaquer parce que ce serait le grand méchant, c'était une possibilité, mais non, hein, il manipulait rien du tout. Donc il croyait que c'était quelqu'un qui se faisait passer pour Madame Loomis, c'était la personne qui l'emmerdait, et c'est normal à sa place de croire ça, mais le fait que ça amène à ce qu'elle le tue, c'est quand même vraiment gros. Et donc c'est un petit peu le dernier cran, quoi. C'est bon, il finit par être complètement taré. Elle, évidemment, elle voulait pas tuer quelqu'un, elle a tué quelqu'un, elle est un petit peu déboussolée, si on peut dire, mais lorsqu'elle voit que Norman cela joue, vous inquiétez pas, mère, je vais vous protéger, je vais prendre le blâme pour vous, etc. J'ai dit, ouais, ok, c'est bon, je l'ai perdu là, ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. En disant, essaye de calmer quand même, mais non, oh non, non. Mais lorsqu'elle voit le cadavre de sa mère, parce qu'elle descend jusqu'à la cave, derrière tout un tas de charbon, elle se dit, ok, en fait, c'est vous qui les avez tués, espèce d'enculé, je vais de trucider maintenant que j'en ai l'occasion, mais c'est là que la police arrive de façon bien fortuite pile à ce moment-là, pour que dans la mise en place, dans ce qu'on voit, tout donne l'impression que ce soit elle la coupable. Et donc, étant donné qu'elle se fait tuer d'un coup de balle, évidemment, elle va pas avoir grand-chose à redire pour se défendre, et on va avoir donc ce gros malentendu comme quoi bah, c'est elle qui a tout ourdi avec sa mère, ou peut-être pas, si ça se trouve elle a tout fait toute seule, mais voilà. Donc Norman n'était qu'une pauvre victime qu'on a essayé de manipuler et qu'on va laisser revenir chez lui tranquillou. C'est-à-dire, il y a des tonnes de cadavres, le mec c'est quand même un gars qui a un passé psychiatrique, on va le laisser rentrer chez lui tranquille après tout ce qui s'est passé et on va pas le surveiller. Apparemment, néanmoins, nous sommes d'accord que l'explication comme quoi, au bout du compte, ce serait Norman qu'aurait complètement viré Zinzin et qu'aurait tué ces gens-là, au bout du compte, n'est pas particulièrement solide, vu que, comme Marie l'a dit, il était enfermé durant l'un de ses meurtres. De fait, comment ça se fait? Eh ben, on a un épilogue qui vient justifier ça, lorsque la propriétaire du diner, Madame Spool, je sais pas pourquoi, c'est pas un nom compliqué, hein, très particulier en plus, hein. Mais bon, Spool vient lui rendre visite et Norman l'attendait. Et c'est là qu'elle révèle au bout du compte que c'est sa mère biologique, c'est elle, ouais. Au bout du compte, elle l'a eu parce qu'elle était la sœur donc de Madame Bates et elle a été mise en cas psychiatrique en asile parce qu'elle était tarée elle aussi, hein, c'est un truc de famille apparemment. Hein. Et apparemment ça vient pas que d'elle, hein. Je pense que même au niveau de la mère ça allait pas bien vu que la sœur aussi elle était tarée. Mais elle apparemment ça s'est pas suffisamment remarqué.
Enfin si, ça s'est remarqué, mais pas au point de l'interner, celle-là. Donc oui, pendant longtemps, elle a été internée parce qu'elle était folle. Mais au moment où elle a été relâchée, ben, c'était peu de temps après que Norman a été interné à son tour. Vous voyez, hein. Ah, les choses se goupillent mal. Et donc, elle était en mode, ouais, j'étais content de te retrouver, je voulais t'aider, mais lorsque j'ai vu ces deux garces essayer de te manipuler, j'ai tout fait en sorte pour que ça se passe mal pour elle. Donc c'est elle qui ziotait sous la douche, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quelqu'un qui ziotait sous la douche, et c'est elle qui a tué ces gens-là. C'est elle qui a tué Lila. C'est elle qui a fait la plupart des trucs, quoi. Hein, sauf les deux morts de faim qui étaient des gros cas tragiques d'accident. De fait, oui, je te dis, ouais, il a retrouvé sa mère tarée et très vite il la bute. Il lui fait boire un thé empoisonné et de toute façon ça sert pas à grand chose vu qu'il l'a fini à coups de pelle dans la gueule. Histoire de dire autant être sûr, hein. Il a prévu le coup et le mec il a complètement décidé de ressombrer totalement dans la folie en s'imaginant donc sa mère autoritaire qui le voit de haut à travers ce cadavre qui lui parle. Je n'ai pas sommeil. Assieds-moi dans mon fauteuil. Oui, mère. Rechute totale. C'est quand même un peu drôle pour moi. J'adorerais voir une scène à un moment donné dans le film 3 ou 4 où on le voit parler comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il fait ces deux voix-là, on voit que ça sort de sa bouche. On le voit pas en fait. Pour donner cette impression qu'il y a peut-être deux personnes, alors qu'en fait c'est que lui, on est d'accord. Ça, ce serait vraiment marrant. Hein. Parce que c'était pareil dans Psychose, premier du nom, quoi. On l'entendait parler avec sa mère, hein, Marion. Elle l'a entendu parler avec sa mère, qui en fait était lui qui prenait une voix différente, mais jamais on le voit parler directement avec ses voix-là. C'est ce qui fait qu'en tout cas en VF, il y a vraiment ce côté, c'est clair et net que c'est pas lui, quoi. C'est pas la même voix à laquelle il donne une intonation différente, à moins que ce soit quelqu'un de très doué en imitation. C'est pas impossible, j'en sais rien, hein, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que l'acteur ait cette capacité-là. C'est pour ça que je serais vraiment pas contre, dans un des deux films suivants, qu'on voit ce moment où il parle avec ses deux voix de lui-même. Ce serait peut-être un petit peu rigolo et pas forcément dans le ton, mais ce serait un petit peu... Ce serait quelque chose qui me ferait plaisir. En tous les cas, c'était pas mal. Les trucs qui sont un peu gros dans la façon dont ça évolue, la mort du docteur à la fin, et deux, trois choses qui auraient pu être mises en scène un peu différemment. Je sais pas, les deux jeunes qui se font buter, enfin l'un des deux jeunes qui se fait buter, il y a une vieille peau qui les attaque. Ils sont pas foutus de survivre face à ça en fait. On est d'accord que tous les meurtres, c'est commis par une vieille peau à la con, quoi. C'est encore pire que dans le premier film Vendredi 13. C'était encore plus... c'était encore plus âgé que ça, de ce qu'on voit. Ils sont pas foutus de se défendre face à ça, simplement parce qu'elle a un couteau. Vraiment. Je trouve ça un peu dingue, quoi. On se débat pas ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui nous attaque avec un couteau et on peut plus rien faire du tout. Du tout. C'est un peu gros ça quand on va dans le détail, mais voilà, c'est ce qui m'a gêné, c'était surtout ouais, des trucs, des développements un peu grossiers comme la mort du docteur à un moment donné, et la prémisse, le fait qu'ils doivent revenir à cet endroit et que personne ne voit de problème avec ça, c'est un petit peu gros pour moi. Tous ces trucs-là me gênent, et le problème aussi, si j'ose dire avec ça, c'est que, sachant qu'il va y avoir deux autres suites, je sais pas ce sur quoi vous allez vous centrer, hein. Je veux dire, je m'attendais à ce que ça mette peut-être en place certains persos récurrents, mais à part le shérif qui sera encore là, et quand on a vu ce à quoi il a servi ce qu'on a, je veux dire, ça ira pas très loin. Qu'est-ce qu'on va avoir comme persos récurrents qui reviendront en fait? Je sais pas trop. C'est pas trop. Alors, en tous les cas, c'était quand même pas trop mal. J'estime que ça vaut 12,5 sur 20. Ouais, 12,5 pour être gentil. C'était un petit film sympathique à découvrir, avec une ambiance psychologique pas dégueulasse dans ce que ça recherche, et j'ai apprécié ça. Et si c'est de la même veine, les suivants, ça pourrait être cool à découvrir. En espérant que ça vous plaise, à vous, de voir ces réacs-là. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait grand monde, mais bon, on verra bien. À bientôt pour Psychose 3. Très bizarre à dire ça. Bye.